Bonjour et bienvenue dans ce cours de biophysique des radiations. Dans cette vidéo, on verra ensemble les différentes interactions des rayonnements ionisants avec la matière. Et les rayonnements ionisants qui nous intéressent, ce sont soit des rayonnements électromagnétiques qu'on appelle également des photons et des rayonnements particulaires qui peuvent être soit particules chargées ou particules neutres. Dans cette vidéo, on verra ensemble des notions de cours avec des exercices corrigés. Lorsqu'on parle d'interaction entre rayonnement et la matière, on a en fait deux types de rayonnement qui nous intéressent. Le premier type est en fait constitué de particules chargées. Et les particules chargées peuvent être en fait soit des bêta, et le bêta bien sûr peut soit des électrons ou des positrons. Après on a en fait des alphas, et l'alpha en fait c'est juste les noyaux de hélium, c'est-à-dire de protons et de neutrons. Après on a les protons. Et on verra en détail dans d'autres vidéos comment ces particules sont créées. Alors lorsque ces particules rentrent en contact avec la matière, on a ce qu'on appelle le pouvoir d'arrêt. Ça veut dire c'est une capacité de la matière à arrêter ces particules. Et le pouvoir d'arrêt peut avoir lieu selon deux principes. Le premier, on l'appelle pouvoir d'arrêt par collision. Ça veut dire que la particule en question rentre en contact avec l'électron du cortège électronique et l'électron va être éjecté, il va être arraché. Et bien sûr, la particule incident, elle va être ralentie ou même arrêtée. Donc on a deux termes qu'on utilise, soit le pouvoir d'arrêt, soit le pouvoir de ralentissement. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs collisions entre la particule chargée et l'électron, et plusieurs collisions vont en fait finir par plusieurs ralentissements, et plusieurs ralentissements, il y aura en fait l'arrêt de cette particule chargée. Alors le pouvoir d'arrêt, on appelle également S, c'est le stopping power par collision. Elle est proportionnelle à deux parties. La première partie concerne les particules chargées qui constituent le rayonnement ionisant incident et la cible qui est en fait la matière qu'on désire irradier. Donc le pouvoir d'arrêt par collision, elle est directement proportionnel à la charge de la particule incident, et également elle est directement proportionnelle à la densité ou à la masse volumique de la masse ou de la matière qu'on désire irradier. Elle est également directement proportionnelle au numéro atomique de la cible. Par contre, elle est inversement proportionnelle à la vitesse au carré de la particule chargée. Alors généralement, donc, ce pouvoir d'arrêt est plus fort lorsque la charge de ces particules sont fortes. Par contre, elle est plus fort lorsque la vitesse de ces particules est plus faible. C'est-à-dire plus la vitesse de ces particules est plus faible, plus le pouvoir d'arrêt est fort. Et inversement, lorsque la vitesse elle est plus faible, plus fort, le pouvoir d'arrêt elle est plus faible. Et bien sûr, lorsqu'on parle de pouvoir d'arrêt, c'est toujours en fait par collision, c'est toujours ce qui est important, c'est vraiment lorsqu'on parle des électrons. Parce que les électrons, ils ont une masse qui est proche, les électrons, ils ont une masse proche de l'électron de l'atome cible. Par contre, si on utilise par exemple des protons ou des alphas, les protons, ils ont une masse qui est, et on verra ça dans d'autres vidéos, la masse d'un proton elle est plus forte que 1000 fois la masse d'un électron. Donc c'est beaucoup plus fort que une simple collision peut avoir lieu. Donc le pouvoir d'arrêt par collision il est plus fort lorsqu'on parle d'électrons. Lorsque les rayonnements incidents ou les particules chargées incidents sont constitués par des électrons. Le deuxième principe, en fait, ça concerne en fait ce qu'on appelle
pouvoir d'arrêt par freinage. Ça veut dire que l'électron, une fois s'approche du noyau, bah, il va être dévié et cette déviation va faire en sorte qu'il va perdre de l'énergie. Et cette perte d'énergie, on l'appelle en fait un pouvoir d'arrêt ou un arrêt ou un ralentissement par freinage dû au champ magnétique créé par le noyau. Et bien sûr, pareil que le pouvoir d'arrêt par collision, le stopping power radiatif, en fait, elle est proportionnelle également aux particules incidents et également, elle est proportionnelle ou il dépend également de, de certains paramètres de la cible. Donc, le pouvoir d'arrêt radiatif est proportionnel à la Z au carré, qui est bien sûr la charge de la particule incident. Elle est également directement proportionnelle au nombre d'atomes par unité de masse de la matière cible. Elle est directement proportionnelle également à la masse volumique de la cible. Et également, elle est directement proportionnelle à l'énergie cinétique de la particule chargée. Par contre, elle est inversement proportionnelle à la masse de particules chargées. C'est-à-dire, plus la charge de la particule est fort, plus le pouvoir radiatif est fort. Plus la masse du particule incident est fort, plus le pouvoir radiatif est faible. Et inversement, c'est vrai. C'est-à-dire, lorsque la masse est plus petite, le pouvoir d'arrêt radiatif est plus fort. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise comme particules chargées, comme rayonnement ionisant incident, lorsqu'on utilise des électrons, le pouvoir d'arrêt radiatif est plus fort. Par contre, si on utilise par exemple des protons, les protons, ils ont une masse en fait 1000 fois plus forte que les électrons, c'est-à-dire que lorsque la masse est plus forte, la masse par exemple des protons, bah, le pouvoir radiatif est plus faible. Donc il faut faire toujours attention à ces proportionnalités entre le pouvoir d'arrêt ou le stopping power, soit collision, soit radiatif, avec les paramètres qui constituent soit les particules chargées incidents et la cible. Toujours dans le cas des particules chargées, lorsqu'on a en fait des électrons ou des protons qui rentrent à l'intérieur d'un tissu biologique, alors en fait le comportement de ces deux particules diffère. Contrairement donc à un faisceau d'électrons où les trajectoires sont régulièrement et aléatoirement déviées et se terminent ainsi à des profondeurs généralement très variables, et ils forment à l'entrée de tissu une augmentation qui est due à des effets d'ionisation secondaire qu'on verra dans d'autres vidéos. Et cette augmentation, en fait, on l'appelle, c'est une sorte de crête de Tavernier, qui est en fait due à des phénomènes secondaires, d'ionisation secondaire qui se forment une fois les électrons rentrent à l'intérieur du corps ou à l'intérieur des tissus biologiques. Alors, par exemple, pour les photons, pour les protons, par exemple, on a la grande majorité des particules gardent des chemins parallèles, ralentissant, donc ils ralentissent peu à peu au même rythme et s'arrêtent dans la même région à une profondeur qui est égale au parcours correspondant à leur énergie de départ. Et en fait, ce comportement, on peut en fait l'expliquer à partir de l'équation du pouvoir d'arrêt par collision qui est inversement proportionnel à la vitesse. Ça veut dire que lorsque les protons rentrent à l'intérieur d'un tissu biologique, ils ont une vitesse donnée et plus cette vitesse ralentisse jusqu'à un moment où il devient plus faible possible, plus la vitesse ralentit ou s'annule, plus le pouvoir de ralentissement ou le pouvoir de stopping power ou le pouvoir d'arrêt augmente et ainsi on dépose l'énergie à un endroit bien précis
Et ce dépôt, on l'appelle une formation qu'on appelle un pic de Bragg. Et là, on peut le faire en fait on peut l'expliquer à partir de schémas suivants. Donc, disons, on a une source de protons qui largue en fait des énergies ou des protons à l'intérieur d'un tissu. Et généralement, ce dépôt, elle va avoir une vitesse donnée jusqu'à un moment donné où la vitesse, quelque part, elle va s'annuler. Et plus il s'annule, plus le pouvoir d'arrêt ou par collision augmente. Et il augmente et on aura en fait quelque part un dépôt d'énergie qui va augmenter et on aura une formation d'un pic qu'on appelle pic de Bragg et c'est l'endroit où les particules en fait déposent leur énergie dans un endroit bien précis. Toujours dans le cas des particules chargées, on a une deuxième notion qui est le TEL. Et le TEL, en fait, c'est le transfert d'énergie linéaire ou le transfert linéique d'énergie. Et en fait, le TEL, c'est une quantité qui décrit l'énergie transférée par une particule ionisante qui traverse la matière par unité de distance. Son unité est le kiloélectronvolt par micromètre de distance parcourue par ces particules. Pour calculer le TEL, on utilise l'équation suivante. Avec le TEL, elle est directement proportionnelle, bien sûr, à une constante qui est empirique, et il est directement proportionnel à la charge de la particule qui constitue les radiations particulières incidentes au carré, multiplié également ou directement proportionnel au nombre d'atomes par unité de volume de la surface, et également elle est directement proportionnelle au numéro atomique de la cible. Le TEL en fait également, comme le pouvoir d'arrêt, elle est inversement proportionnelle à la vitesse de ces particules chargées au carré. Généralement, pour les photons et les neutrons, ils ont un TEL très faible et même négligeable. Les ionisations qu'ils peuvent en fait créer, elle est très faible et leur interaction avec la matière, par exemple une matière biologique comme un fragment d'ADN, elle est en fait aléatoire. Par contre, pour les particules chargées, le TEL, elles perdent en fait, le particules chargées, elles perdent d'énergie rapidement. Ça veut dire on a une perte une perte de plusieurs énergies due à plusieurs ionisations. Et l'interaction entre ces particules chargées avec la matière biologique, elle est obligatoire. Ça veut dire une interaction qui est sûre qu'on va avoir une ionisation. Alors lorsqu'on dit interaction obligatoire, ça veut dire c'est sûr. Et cela en fait pour les TEL, surtout pour les particules chargées, alors qu'il est aléatoire pour les photons et les neutrons. Le troisième terme qu'on utilise également pour les particules chargées, c'est la densité linéique d'ionisation. La densité en fait linéique d'ionisation d'une particule est le nombre de paires d'ions qu'elle crée par unité de longueur de trajectoire pour un matériau cible donné. Donc on a pour chaque ionisation, on a une création d'une paire d'ions, un ion qui est de charge positive et un autre de charge négative. Et généralement pour les molécules d'eau, on a besoin de 34 électronvolts d'énergie à déposer ou à transférer à l'eau pour créer une paire d'ions, un ion bien sûr positif et un autre qui est de charge négative. Pour l'air, on a besoin de 32 électronvolts. Et pour calculer en fait la densité linéique d'ionisation, on utilise l'équation suivante, c'est-à-dire que le DLI, c'est le rapport entre le TEL sur l'énergie moyenne déposée par ionisation. Et le DLI, il a comme unité le nombre d'ions par distance parcourue par ces particules chargées. Dans le cas des radiations électromagnétiques, on utilise plutôt le coefficient d'atténuation. Donc pour les particules chargées, on a vu qu'on utilise
le pouvoir d'arrêt ou le pouvoir de ralentissement, alors que pour les radiations électromagnétiques, qu'on appelle également des photons, dans le cas de ces radiations, on utilise le coefficient d'atténuation. Et le coefficient d'atténuation, en fait, c'est une probabilité d'interaction d'un faisceau de photons primaire par unité d'épaisseur traversée. Et en fait, toujours pour les radiations électromagnétiques, ce coefficient d'atténuation, il mesure la capacité également du matériau donné à atténuer les radiations électromagnétiques. Et on utilise dans ce cas-là l'équation suivante qui relie le flux de photons transmis à travers X épaisseur. Par exemple ici, on a le X, c'est l'épaisseur de cet écran. Et là, on a en fait le phi, c'est-à-dire le flux de photons qui traverse l'écran donné. Et égal en fait le phi 0. Le phi 0, c'est le flux de photons incidents. C'est le flux de photons incidents. Et le flux de photons incidents fois donc exponentielle moins nu, qui est le coefficient d'atténuation linéaire multiplié par l'épaisseur de la matière traversée. Le coefficient d'atténuation, il dépend en fait de trois paramètres. Le premier paramètre, c'est l'énergie du photon incident. Deuxième paramètre, c'est la densité de la matière cible. Et le troisième paramètre, c'est en fait le numéro atomique du matériel ou de la matière cible. Donc là, on a en fait une courbe qui nous montre le comportement du coefficient d'atténuation dans trois types de matériel, si on veut. On a le premier, en fait, on a les os. Deuxième, on a les muscles. Et troisième, on a les tissus mous. Donc, on voit clairement que le coefficient d'atténuation, elle diminue avec l'énergie. C'est-à-dire, plus l'énergie du photon incident augmente, plus le coefficient d'atténuation diminue. Donc, le coefficient d'atténuation, il est inversement proportionnel à l'énergie du photon incident. Pour le deuxième paramètre, qui concerne en fait la densité de la matière, on a en fait les os. Ils sont en fait plus denses que le muscle, et le muscle est plus dense que les tissus mous. Donc, plus on augmente la densité, plus le coefficient d'atténuation augmente. Donc, le coefficient d'atténuation, il est directement proportionnel à la densité de la matière. Et pour ces trois cas-là, en fait, l'os, il a un coefficient d'atténuation le plus fort. C'est-à-dire, il a une capacité à atténuer les photons plus fort que les muscles et plus fort que les tissus mous. Le troisième paramètre concerne le numéro atomique du matériel. Donc typiquement, le numéro atomique de l'os, essentiellement, il est composé de calcium, ça veut dire un Z, un numéro atomique égal 20, et du phosphore qui a un numéro atomique égal à 15. Donc les os sont en fait, ils ont un numéro atomique plus élevé que les muscles, et le muscle, elle a un numéro atomique plus fort que les tissus mous. Pour les tissus mous, généralement, ils ont un numéro atomique effectif autour de 7. Donc pareil pour le numéro atomique du matériel cible, le coefficient d'atténuation, il est directement proportionnel au numéro atomique du matériel. C'est-à-dire plus on augmente le numéro atomique du matériel, plus le coefficient d'atténuation augmente. C'est-à-dire plus la capacité d'atténuer des photons augmente. Après le coefficient d'atténuation, on a en fait la couche de demi-atténuation. Et la couche de demi-atténuation, qui est également la CDA, en fait, c'est l'épaisseur de matériel requis pour atténuer le faisceau primaire de moitié. C'est-à-dire, si on a un nombre de photons n qui diminue avec l'épaisseur,
lorsque le nombre de photons est divisé de moitié, en fait, il correspond à la CDA, qui est la couche de demi-atténuation, qui correspond en fait à la couche nécessaire pour diminuer le nombre de photons à moitié. Et à partir de la relation de décroissance n égale n0 exponentielle moins le coefficient d'atténuation fois x qui est l'épaisseur, on peut en fait changer ou remplacer n par n0 sur 2 et on arrivera en fait à l'équation qui nous donne la CDA qui est égale logarithme népérien de 2 sur le coefficient d'atténuation. Et dans ce cas-là, en fait, la CDA, en fait, elle est en mètres ou en centimètres, en millimètres. Donc, on a les trois unités qu'on peut utiliser pour la couche de demi-atténuation linéaire. C'est-à-dire, c'est une distance. Et lorsqu'on fait, on fait apparaître la masse volumique, ou faire inclure la masse volumique dans le coefficient d'atténuation, c'est-à-dire le CDA est égal le logarithme népérien de 2 sur le coefficient d'atténuation massique, bah on trouve en fait la couche de demi-atténuation pour une unité qui est égale en fait au gramme par centimètre carré ou le kilogramme par mètre au carré. Pour les radiations en fait particulières en utilisant des particules chargées, on a vu que lorsque des rayonnements particuliers entrent en contact avec de la matière, ben, il y aura en fait un pouvoir d'arrêt, c'est-à-dire un pouvoir de ralentissement, soit par collision, soit par radiation, ou pouvoir d'arrêt radiatif. Pour les rayonnements plutôt électromagnétiques, c'est-à-dire les photons, ben en fait, lorsque ces rayonnements-là rentrent en contact avec la matière, ben en fait, il y aura en fait la formation de deux diffusions. La première diffusion, on l'appelle diffusion élastique. C'est-à-dire que une fois les photons ou les radiations électromagnétiques rentrent en contact avec la matière, ben, il n'y aura pas en fait d'une perte d'énergie. Alors la première en fait diffusion élastique, c'est la diffusion par un photon, hein, c'est-à-dire la diffusion d'un photon par un électron qui est libre du milieu. Ça veut dire que les photons incidents, ils rentrent en contact avec un électron qui est libre, hein, du milieu. Et après, on a en fait un photon, le même photon qui est incident, il va être diffusé sans perte d'énergie. Sans perte d'énergie. Donc c'est une interaction entre le photon et la matière par absorption. Après, on aura une sorte d'oscillation de l'électron qui est libre et l'émission ou réémission intégrale de l'énergie se forme d'un photon qui est diffusé avec la même énergie du photon incident. Donc il n'y aura pas de perte d'énergie. La deuxième diffusion élastique, c'est la diffusion cohérente. Et la diffusion cohérente, en fait, elle concerne en fait lorsqu'on a un photon qui est incident, qui rentre en contact avec l'ensemble des électrons d'un atome. C'est-à-dire il y aura une sorte de résonance entre l'onde électromagnétique du photon incident et les électrons, hein, les électrons atomiques. Et après, on a la même chose, on a le photon incident, il va être diffusé en gardant la même énergie. Donc pour les deux cas, pour le cas de la diffusion Thomson ou la diffusion cohérente, on a en fait là une diffusion qui est élastique, ça veut dire le photon qui va sortir après interaction avec la matière, il va être diffusé en gardant la même énergie que les photons incidents. Le deuxième type de diffusion qui concerne les radiations électromagnétiques s'appelle en fait diffusion inélastique. Ça veut dire qu'il y a une certaine perte d'énergie une fois ces radiations rentrent en contact avec la matière. Et pour les diffusions inélastiques, on a trois effets qui peuvent avoir lieu. On a le premier, c'est l'effet photoélectrique. Deuxième, c'est l'effet Compton. Puis le troisième, c'est création de paires ou de triplets. Alors pour l'effet photoélectrique, en fait, le principe, c'est qu'on a un photon qui arrive, hein, avec une certaine énergie qui va en fait arracher un électron et cet électron est appelé un photoélectron. Et l'énergie de ce photon électron est égale à l'énergie du photon incident
moins l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qui lie cet électron à l'atome. Et cet effet photoélectrique ne peut avoir lieu que sur les électrons atomiques liés. Ça veut dire que les électrons qui sont liés au noyau, liés à l'atome, et pas les électrons qui sont libres, qui assurent la conduction, que ce soit conduction thermique ou électrique. Et bien sûr, lorsqu'on arrache cet électron, ben, il y aura une cascade de formation de rayons X et des électrons au G. Parmi les applications de l'effet photoélectrique, on trouve le photomultiplicateur. Et le photomultiplicateur, c'est un dispositif qu'on trouve pas sur tous les appareils d'imagerie. Et son principe, c'est amplifier le signal ou les photons reçus par l'appareil d'imagerie. Alors, généralement, lorsqu'on a un photon qui arrive, il rentre en contact avec ce qu'on appelle un photocathode, qui assure la création de ce photoélectron. Une fois ce photoélectron il va être créé, hein, il va en fait aller rentrer en contact avec ce qu'on appelle des dinodes. Et à l'intérieur de ce tube photomultiplicateur, il y a plusieurs dinodes qui en fait, chaque fois un électron rentre en contact avec ce dynode, il va arracher un autre électron. Donc on a premièrement un électron incident, hein, qui va être, qui va continuer son chemin, plus un deuxième électron qui est arraché. Et chaque électron, il va arracher un deuxième. C'est-à-dire, lorsqu'on a deux électrons qui arrivent pareil sur l'autre dynode, ils vont arracher 4 électrons. Et 4 électrons, ils vont arracher 8 électrons et ainsi de suite. Et bien sûr, ce processus, il va continuer entre la partie cathode, hein, la partie cathode et la partie anode. C'est-à-dire on peut faire en sorte d'appliquer une différence de potentiel quelque part entre la cathode et l'anode. Et ceci, si jamais on applique cette différence de potentiel, on peut accélérer le processus puisque les électrons sont bien sûr sont chargés négativement. Ils vont accélérer vers la partie anode et ainsi on peut amplifier ce signal photoélectrique. Le deuxième effet, c'est l'effet Compton. Et l'effet Compton, en fait, ne peut avoir lieu que sur généralement des électrons qui sont libres, ou quasi libres. Et ce principe, en fait, c'est faire en sorte que chaque fois qu'on a un photon incident qui arrive sur un électron libre de l'atome, il va avoir en fait deux diffusions. Le photon incident, il va diffuser sur un angle θ, et toujours lorsqu'on a un photon qui diffuse, il y a une perte d'énergie. Donc le photon, il va perdre d'énergie, il va diffuser, et l'électron en question, l'électron libre, elle va en fait également éjecter, hein, s'arracher. Et cet électron qu'on appelle électron Compton, ou l'effet au complet, c'est l'effet Compton. Et généralement, l'électron Compton, hein, peut avoir l'énergie suivante, c'est-à-dire l'énergie du photon incident, hein, l'énergie du photon incident, moins l'énergie du photon qui a été diffusé. Et bien sûr, on peut faire le calcul de la longueur d'onde soit du photon, bien sûr, diffusé, hein, en utilisant l'équation suivante qui relie la longueur d'onde du photon diffusé moins la longueur d'onde du photon incident. Leur rapport, ça nous donne la valeur de 1 moins cos θ fois h qui est en fait la constante de Planck sur m fois c. Et bien sûr, m c'est la masse d'électrons et c c'est la vitesse de la lumière. En fait, l'effet Compton, c'est un effet qui est prédominant dans les tissus organiques, surtout avec des rayons X ou rayons gamma de forte énergie au-delà de 100 keV. Et la probabilité dépend bien sûr de la densité électronique du matériau et on verra ça en détail dans les prochaines diapos. Le troisième effet, concerne la création des paires. Et la création de paires, en fait, on a création de paires et création de triplets. Et la création en fait de paires, on a en fait un photon qui arrive
qui arrive proche du noyau, et sous l'effet du champ électromagnétique du noyau, elle va quelque part en fait céder son énergie, et cette énergie elle va être convertie en une paire, c'est-à-dire un électron et son anti, un électron et un positron. Et bien sûr, cette création, elle est basée sur l'équation, la fameuse équation E égale m fois c au carré. C'est-à-dire qu'on a de l'énergie, hein, de l'énergie qui crée de la matière sous l'effet du champ magnétique du noyau. Et bien sûr, là, l'énergie, pour créer de la matière, il faut qu'il respecte certaines énergies. Et l'énergie d'un électron, selon l'équation m égale c carré, qui est l'énergie, bien sûr, l'énergie potentielle, hein, c'est-à-dire l'énergie potentielle, c'est-à-dire sans que l'électron ne bouge de sa place, c'est-à-dire est égal à 0,511 keV, hein. Et ça, c'est l'énergie potentielle. C'est pas l'énergie cinétique. Alors, pour qu'il bouge, pour qu'il s'arrache, pour qu'il crée et sur une distance donnée, bah, il faut une énergie cinétique. Donc, il faut deux fois cette énergie, hein. Il faut une autre 0,511 keV. C'est-à-dire que pour l'énergie minimale pour créer un électron et un positron, il faut avoir deux fois m0c au carré pour créer bien sûr un électron et un positron. Ça veut dire qu'il faut une énergie potentielle plus une énergie nécessaire pour que cet électron soit créé sur une distance donnée. Donc pour la création de paires, il faut un minimum d'énergie 1,022 mégaélectronvolts. Pour la création de triplets, on a en fait un photon qui arrive sur un électron donné. Il va, suite à cette énergie qui est assez forte, il va arracher un électron, qui est l'électron original de la matière. Et bien sûr, cet électron, il a une énergie, bien sûr, pour qu'il soit arraché, il faut que l'énergie potentielle plus l'énergie qui est nécessaire pour de l'arracher du cortège électronique, c'est-à-dire une énergie de 1,022 hein, mégaélectronvolts. Et bien sûr, il y aura également création d'électrons et son anti. Donc un autre 1,022 mégaélectronvolts. Donc pour créer un triplet, c'est-à-dire enlever l'électron original plus la création de deux particules, toujours selon l'équation de l'énergie qui crée de la matière. Mais premièrement, là, pour la création triplé, on a besoin du champ magnétique du noyau. Et pour le paire, on a besoin du champ magnétique du noyau. Alors que pour les triplés, on a besoin d'une collision qui est assez forte avec l'énergie qui rentre en contact avec l'électron. Et bien sûr, l'énergie minimale pour créer un triplet, c'est 4 fois m0 c au carré. Ça veut dire qu'il faut une énergie minimale de 2,044 mégaélectronvolts pour créer trois particules ou créer un triplet, c'est-à-dire l'électron original plus deux électrons, un électron et son anti qui est le positron. Pour résumer les trois effets, à savoir l'effet photoélectrique, l'effet Compton et création de paires, on a en fait ce diagramme en fait qui prend en considération l'énergie des photons incidents et Z, parce que les trois effets en fait dépendent de ces deux paramètres. Alors par exemple, si on prend une valeur de Z autour de 20, c'est-à-dire quelque chose qui va être autour de 0, si on fait la projection, c'est autour de 0,1 MeV, c'est-à-dire tout ce qui est en bas de 0,1 MeV, on aura un effet photoélectrique. Hein, et au-delà de 0,1 MeV, on a un effet Compton. Et lorsqu'en fait on est sur la courbe, ben, bien sûr on peut avoir les deux, c'est-à-dire l'effet photoélectrique et l'effet Compton. Et pareil pour le même Z, c'est-à-dire le numéro atomique de 20, c'est-à-dire quelque chose qui est là, c'est-à-dire au-delà de 10 MeV et 20, un numéro atomique de Z 20, on a création de paires. Et en bas de cette valeur, on a effet Compton. Et lorsqu'on est vraiment sur la courbe, ben on a en fait les deux qui peuvent avoir lieu, c'est-à-dire l'effet Compton et la création de paires. Et bien sûr, selon toujours ce diagramme, ben on a l'effet photoélectrique et les prépondérants pour des Z élevés. C'est-à-dire, vous voyez qu'ici, il y a plus de chances d'avoir un effet
un effet photoélectrique parce que en fait Z est plus élevé. Et plus Z est fort, moins qu'on a l'effet. Donc c'est comme ça qu'il faut en fait le voir. Et pareil pour les créations de paires. Création de paires, ça se passe lorsqu'on a des énergies trop élevées, mais bien sûr également pour des Z qui sont très forts. Donc il faut avoir un Z fort et une énergie qui est assez forte, qui est au-delà de 10 MeV. Et plus on baisse le Z, moins d'effet qu'on a en fait. Et l'effet comptant, c'est l'effet généralement prépondérant dans notre corps où on a en fait des aides très faibles. Parce que généralement, pour le corps humain, c'est des aides effectives qui est autour de 7 à 10, c'est-à-dire autour de 10 max, quelque chose là en fait là. Et c'est pour ça en fait, on a l'effet est très fort. On trouve un effet très fort et ça s'élargit sur toute l'énergie. Hein. Et plus Z augmente, moins d'effets comptants. Moins d'effets comptants. Donc l'effet elle est prépondérant pour l'effet comptant lorsque Z est faible, qui est le milieu biologique. Hein, alors que lorsque Z augmente, on aura plus d'effets photoélectriques et effets création de paires. Donc lorsqu'on a une radiation ionisante qui rentre en contact avec en interaction avec le corps humain, parce qu'on aura à l'intérieur, en fait, c'est plus des effets comptants et plus d'électrons comptants qui sont créés que effets photoélectriques et création de paires. En ce qui concerne les interactions des neutrons avec la matière, le comportement il est pareil que les radiations électromagnétiques. C'est-à-dire ils vont pas faire en fait un pouvoir d'arrêt, c'est-à-dire ils vont pas être arrêtés, non plus ils vont pas être un pouvoir de ralentissement, hein, mais plutôt une atténuation. Et toujours un pouvoir de ralentissement, ça concerne toujours les particules chargées, c'est-à-dire ils vont être ralentis par collision, mais ils vont s'arrêter à un moment donné, alors que pour les photons, et bien sûr les neutrons qui ne sont pas chargés, ils vont être atténués, ils vont jamais être arrêtés, mais ils vont atténuer au fur et à mesure jusqu'à ce que ça diminue. D'accord? C'est une sorte d'atténuation. Donc les neutrons ils se comportent comme les photons, lorsqu'ils rentrent en interaction avec de la matière. Et les neutrons, bien sûr, parce que ce sont des particules non chargées. Et il y a deux notions qu'il faut retenir pour les neutrons. La première, c'est la section efficace. Et la section efficace, en fait, c'est juste une probabilité d'interaction entre un neutron et de la matière. Et la section efficace, en fait, elle est la somme de différentes sections efficaces, c'est-à-dire différentes probabilités d'interaction. La première, en fait, elle est due aux captures, c'est-à-dire capture du neutron par la matière, par la fission, hein, la fission de la matière une fois le neutron rentre en contact avec, et la diffusion de l'interaction, due à l'interaction, la diffusion de ces neutrons à l'intérieur de la matière. Et bien sûr, le deuxième en fait principe, c'est l'atténuation. Et l'atténuation, c'est la même chose qu'on a vu avec les photons. On a en fait un coefficient d'atténuation. Et le coefficient d'atténuation, il va prendre en considération la section efficace et la section efficace qui est sigma total, et plus le nombre d'interactions qui peuvent avoir lieu avec la matière. Et bien sûr, mais c'est le même principe, c'est-à-dire on a le neutron ou le nombre ou l'intensité du neutron qui passe à travers l'absorbeur ou à travers la partie du corps qui nous intéresse. Et N0, c'est le nombre ou l'intensité du neutron incident dans l'absorbeur. Et X, bien sûr, c'est l'épaisseur de l'absorbeur. Donc, pour résumer de cette diapo, en fait, on a deux principes. Et la section efficace, qui est une unité de mètre carré, qui est une probabilité d'interaction entre les neutrons et la matière, et l'atténuation des neutrons, qui suit la loi d'atténuation qu'on a vu pareil avec les photons. Pour bien assimiler les notions de cours qu'on a vues, on fera ensemble quelques exercices d'entraînement. Alors, on a le rhénium 186 qui émet un rayonnement d'électrons négatifs d'énergie moyenne 362 kV.
On se propose d'administrer cet isotope à un patient de manière à ce que cet isotope soit fixe sur un organe cible de densité qui est proche à celle de l'eau. On donne le TEL des électrons et il est de l'ordre de 150 keV par micromètre. Et on a en fait 5 propositions. Alors la première proposition, cet isotope est un émetteur bêta-. Oui, donc la proposition A, elle est correcte parce que on dit dans l'exercice, c'est des électrons négatifs, hein. Bêta plus, c'est un positron, c'est des électrons, pas des électrons, mais plutôt des anti-électrons, c'est des positrons. Alors B est faux. Après, la proposition C, le rhénium 186 provoquera des ionisations sur une distance de 2,4 micromètres. Alors, si on fait le calcul, donc on a la distance, c'est l'énergie, hein, l'énergie dégagée par cet isotope sur le TEL. Et si on fait le calcul, on trouve que 362 keV sur 150 keV par micromètre, on trouve 2,4 micromètres. Donc, la proposition C, elle est correcte. Pour la proposition D, les électrons émis par le rhénium 186 seront ralentis que par freinage, non pas pas que. C'est en fait par collision et par freinage. Donc D, il est faux. Et également pour un E, il est faux. Alors que n'est pas vrai. Donc ces électrons-là émis par cet isotope et sont en fait ralentis par freinage et par collision. Donc les réponses qui sont correctes, en fait, sont A et C. Pour le deuxième exercice, donc parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors, première proposition, les particules chargées ont des interactions obligatoires avec la matière. Oui. Ah, c'est vrai. Toujours les particules chargées par force colombienne, hein, ils ont toujours des interactions qui sont obligatoires avec la matière. Les particules chargées lourdes sont directement ionisantes, oui. Les particules lourdes sont toujours directement ionisants. La proposition C, les particules chargées légères sont indirectement ionisantes. Non, C, elle est faux. Parce qu'en fait, les particules chargées, qu'elles soient légères ou lourdes, hein, elles sont en fait directement ionisants. Ils sont directement ionisants. Pour la proposition D, l'interaction entre une particule chargée et la matière peut entraîner l'émission d'un rayon X, bien sûr. D, c'est vrai, parce qu'on arrache un électron, donc on aura une cascade d'un rayon X. La dernière proposition, l'interaction entre une particule chargée et la matière peut entraîner l'émission d'un électron, oui. E également, elle est vraie. Donc les propositions qui sont correctes, c'est A, B, D, E. Pour l'exercice 3, il concerne le transfert d'énergie linéique. Et on a en fait 5 propositions, laquelle ou lesquelles qui sont correctes. Alors pour le transfert d'énergie linéique, on utilise cette équation pour le calculer. Et la première proposition, elle nous dit est-ce que le TEL permet de caractériser tous les rayonnements ionisants? La réponse est non. Donc A, il est faux. Parce qu'en fait, le TEL, il permet en fait de caractériser que les rayonnements particuliers chargés. Pour la proposition B, est-ce qu'elle correspond à la quantité d'énergie déposée par unité de longueur? Oui, B, elle est correcte. C'est une proposition qui est vraie. Pour la proposition C, est-ce que le TEL augmente avec la vitesse? D'après l'équation, le TEL, elle augmente si la vitesse diminue. Et il diminue si la vitesse augmente. Donc, elle est inversement proportionnelle à la vitesse. Donc, C, elle est faux. Et pour la proposition D, est-ce qu'elle est indépendante du milieu traversé? Non, parce qu'il dépend du nombre d'atomes par unité de volume de la cible.
et il dépend également du numéro atomique. Donc, il dépend de la densité et également le numéro atomique. Donc, D, elle est en fait fausse. Et la dernière proposition, est-ce que le TEL permet de caractériser tous les rayonnements électromagnétiques? C'est la même proposition si on veut, dans le même sens que la première. Non. Donc, il permet de caractériser que les rayonnements particuliers chargés. Donc, la proposition qui est correcte est B. Pour l'exercice 4, qui concerne en fait les rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire au niveau médical, c'est les rayons X et les rayons gamma. Alors, pour la proposition A, est-ce qu'ils peuvent interagir avec la matière avec diffusion Compton? La réponse est oui. Donc, c'est une diffusion inélastique Compton, oui, elle est possible. Pour la proposition B, est-ce qu'ils peuvent être totalement arrêtés par un écran d'épaisseur donnée? Non, ils ne peuvent jamais être arrêtés, mais plutôt atténués. Pour la proposition C, peuvent être responsables de l'émission d'un positron? Oui, avec la création de paires. Donc C, elle est correcte. Peuvent être responsables de l'émission d'un électron? Oui, pareil, création de paires. Et pour la dernière proposition, ils peuvent interagir avec la matière par collision. Non, c'est pas par collision. Hein, c'est pas par collision. Collision, elle concerne toujours une particule avec une autre particule. Hein. Les rayonnements électromagnétiques, en fait, ce sont des photons. Et le photon n'entre pas en collision avec une particule. Donc, les propositions qui sont correctes, c'est A, C et D. Pour l'exercice 5, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Et on a en fait 5 propositions. Alors, la première proposition, il n'y a pas d'interaction électrostatique entre les particules chargées et la matière. Non, c'est faux. Lorsqu'on a en fait une particule chargée et la matière, en fait, il n'y a que d'interactions électrostatiques. Donc A, elle est faux. Les particules chargées sont directement ionisantes. Non, les particules chargées sont en fait directement ionisantes. Les particules neutres et les photons ou les rayonnements électromagnétiques sont indirectement ionisants. Par contre, les particules chargées, ils sont directement ionisants. Pour la proposition C, les faisceaux de photons ont un caractère d'interaction aléatoire avec la matière. Oui. Hein? Les photons, ils ont en fait un caractère d'interaction aléatoire. La proposition D, les neutrons et les photons sont des particules directement ionisantes. Non, ils sont indirectement ionisants. Donc, je répète, les neutrons et les photons sont des rayonnements électromagnétiques qui sont en fait indirectement ionisants. Et je répète en fait que les photons ne sont pas des particules. Hein. Les photons ne sont pas des particules. Et la dernière proposition, les neutrons déposent leur énergie principalement par l'intermédiaire des noyaux du milieu cible, oui. Hein, parce que les neutrons, ils ont une taille qui est proche de la taille du noyau. Surtout, par exemple, si on parle de noyau d'hydrogène. Bon, un hydrogène est là, en fait, un neutron. C'est pour cette raison, en fait, qu'on utilise de l'eau qui est riche en hydrogène pour arrêter ou plus atténuer les neutrons. Donc, E, en fait, E, elle est correcte. Elle est exacte. Donc, les propositions qui sont correctes sont en fait C et E. Alors, pour l'exercice 6, on cherche à réaliser une mammographie et on utilise des rayons X ayant une énergie de 20 keV. Et on suppose que 2 cm de tissu mammaire arrête 64% de ces photons par effet photoélectrique. Et bien sûr, on note sur le fait que pour avoir
un effet de création de paire, il faut une énergie au-delà de 10 MeV. C'est-à-dire ce qu'on a en fait dans cet exercice, c'est deux effets. L'effet photoélectrique et l'effet Compton. Hein, et on donne que le coefficient d'atténuation par effet Compton il est de 0,2 cm-1. Et la question, c'est de calculer le coefficient d'atténuation global de ce tissu. Alors, d'après la loi d'atténuation qu'on a vu dans le cours, donc le flux de photons transmis est égal le flux de photons incident multiplié par l'exponentielle, le coefficient d'atténuation par effet photoélectrique fois x. Et bien sûr, d'après l'énoncé, que par effet photoélectrique, on a 64% est absorbé. Alors, 64% est absorbé et 36% qui passe, qui est transmis. Et bien sûr, phi 0, c'est 100%. Alors, si on fait le calcul pour chercher le coefficient d'atténuation par effet photoélectrique, hein, on fait que logarithme népérien de phi sur phi 0 est égal moins le coefficient d'atténuation par effet photoélectrique fois x. Avec x, en fait, ces données, elle est égale à 2 cm. Et si on continue, en fait, on trouve que le coefficient d'atténuation par effet photoélectrique égale 1 sur x logarithme népérien de phi 0 sur phi. Et on trouve que le coefficient, si on fait le calcul, on a phi 0, c'est 100%. Le phi qui est transmis, c'est 36. Et on trouve que le coefficient d'atténuation par effet photoélectrique est de 0,51 cm-1. Alors, on sait que le coefficient d'atténuation, en fait, c'est la somme du coefficient d'atténuation par effet photoélectrique plus le coefficient d'atténuation par effet Compton plus la création de paires. La création de paires, bien sûr, elle est nulle parce qu'il faut une énergie au-delà de 10 MeV. Donc, ce qu'on aura, c'est que le coefficient d'atténuation total, c'est juste la somme de celui dû à l'effet photoélectrique plus celui de l'effet, en fait, Compton. Et si on fait le calcul, on trouve que le coefficient d'atténuation totale, c'est 0,71 cm-1. C'est-à-dire que la réponse qui est correcte est la proposition A. Pour l'exercice 7, on considère un faisceau d'électrons d'énergie 3 mégaélectronvolts. Ce faisceau arrive directement sur un élément organique, sachant que dans ce cas, le TEL de ce faisceau est de l'ordre de 150 kV par micromètre. Calculez la distance maximale parcourue par le faisceau d'électrons et on nous donne en fait 5 propositions. Alors, si on fait le calcul simple, en fait, la D, qui est la distance parcourue, c'est l'énergie divisée par le TEL. Alors, l'énergie, c'est 3 mégaélectrons, 3 mégaélectronvolts, ça veut dire 3000 keV sur 150 keV par micron, et on trouve que la distance, c'est 20 micromètres, c'est-à-dire que la réponse correcte, c'est en fait B. Pour l'exercice 8, donc on a à énergie égale, quelle est parmi les particules ci-dessous, celle qui a un TEL maximal. Et on donne des électrons, alpha, protons et positrons. Et d'après le TEL, en fait, d'après le TEL, on a en fait la même cible, c'est-à-dire on ne regarde pas le nombre d'atomes par unité de volume de la cible. On ne regarde pas non plus le numéro atomique, parce que c'est la cible, c'est le même cible. Et pareil, donc on a la même constante, on ne la regarde pas, constante qui reste pareille. Et puisqu'on parle à énergie égale, ça veut dire que la vitesse quelque part, elle est constante pour les 4 particules. Donc ce qu'il reste en fait, c'est la charge de la particule. Et bien sûr, pour l'électron, il a une charge qui est moins 1. Pour les protons, il a une charge qui est en fait plus 1. Pour les positrons, pareil, une charge plus 1 parce qu'en fait, c'est un anti-électron. Pour les alphas, en fait, c'est le noyau de l'hélium. Ça veut dire on a 2 protons et 2 neutrons. Ça veut dire une charge de plus 2. Donc, la particule qui donne un TEL élevé maximal,
c'est la particule alpha. Alors, pour l'exercice 9, on a un proton de 5 mégaélectronvolts qui a un pouvoir de ralentissement massique de 8,13 mégaélectronvolts mètre carré par kilogramme dans l'eau. Et on suppose que le TEL est égal au pouvoir de ralentissement par collision. Et la question, quelle est la densité d'ionisation de ce proton? Alors, l'équation qu'on va utiliser, c'est que le DLI est égal de TEL sur l'énergie nécessaire pour créer une paire ou créer une ionisation, ça veut dire une paire de un cation et un anion, c'est-à-dire un de charge positif et un autre de charge négatif. Et bien sûr, le TEL d'après l'exercice, il est égal au pouvoir de ralentissement par collision, hein, c'est-à-dire un stopping power par collision qui est en EV par micromètre. Et on pourrait bien sûr écrire le S, le pouvoir de ralentissement, qui est égal au pouvoir de ralentissement massique multiplié par la masse volumique, et ce pour arriver à l'unité de F par micromètre. Si on fait le calcul, on sait que la masse volumique de l'eau elle est de 1 gramme par centimètre cube, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 kg par mètre cube, et on fait le calcul, on trouve que le pouvoir de ralentissement euh, par collision, elle est égale à 8,13 fois 10 à la puissance 3 F par micromètre. C'est-à-dire on prend le S, le pouvoir d'arrêt massique, qui est 8,13 mégaélectronvolts par mètre carré par kilogramme, et ça nous donne, alors MeV c'est 10 à la puissance 6 fois 10 à la puissance 3 qui est la masse volumique, et on trouve le S, le pouvoir de ralentissement par collision qui est de 8,13 10 à la puissance 3 F par micromètre. Et bien sûr, si on fait le calcul de DLI, c'est 8,13 10 à la puissance 3 sur l'énergie nécessaire pour créer une ionisation dans l'eau, elle est de 34 EV par ion. Si on fait le calcul, on trouve que on crée en fait 239,12 ions par micromètre. Alors pour l'exercice 10, on a un faisceau de photons monoénergétiques qui traverse un écran d'épaisseur x égale 1 cm et qui perd en fait 95 de son énergie. Et la question c'est de calculer la couche de demi-atténuation de cet écran. Alors pareil que ce qu'on a vu avant, donc on applique simplement l'équation de l'atténuation. Donc le flux qui est transmis phi est égal le flux incident phi 0 multiplié par l'exponentielle de coefficient d'atténuation par l'épaisseur de l'écran. Alors bien sûr, d'après l'exercice, on a une perte de 95%. Donc 95% elle est perdue, ça veut dire elle est absorbée, et 5% qui traverse l'écran. Avec phi 0, c'est 100%. Et si on fait l'application de l'équation d'atténuation, on trouve que le coefficient d'atténuation, premièrement, on devrait le calculer, c'est 1 sur x fois logarithme népérien de phi 0 sur phi. Et si on fait le calcul, on a x, en fait, d'après l'exercice, x est égal à 1 centimètres, et phi 0 c'est 100%, et phi qui traverse donc 5. Si on fait le calcul, on trouve que le coefficient d'atténuation, elle est de 3 cm moins 1. Et bien sûr, la couche de demi-atténuation, c'est logarithme népérien de 2 sur le coefficient d'atténuation. Et si on fait le calcul simple, on trouve que la couche de demi-atténuation, elle est de 0,23 cm. Alors la couche de demi-atténuation nécessaire pour diminuer la taille diminuer en fait l'énergie de cette en fait de ces photons, elle est en fait de 0,23 cm, alors que le coefficient d'atténuation, elle est de 3 cm moins 1. Toujours faire attention aux unités. Le coefficient d'atténuation, son unité, c'est cm moins 1, et la couche de demi-atténuation, c'est une couche, c'est une distance, elle est en centimètres.
Pour l'exercice 11, on a une surface d'aluminium qui est irradiée avec des photons ayant une longueur d'onde de 200 nanomètres. L'énergie de liaison elle est de 4,2 électronvolts, c'est-à-dire que l'électron qui constitue cet écran, elle est attachée à l'atome d'aluminium avec une énergie de 4,2 électronvolts. Et la question, c'est de calculer l'énergie photoélectrique et le seuil en longueur d'onde pour avoir un effet photoélectrique. Alors, d'après le cours, donc on a l'énergie du photoélectron qui est créée est égale à l'énergie des photons incidents moins l'énergie de liaison. Et après, si on veut faire juste un calcul simple, donc on a l'énergie de photon incident, c'est H multiplié par la fréquence. La fréquence, c'est C sur lambda. On a déjà le photon incident, il a 200 nanomètres comme longueur d'onde. Et on fait le calcul simple. Donc l'énergie du photon électron, en fait, c'est l'énergie du photon incident. Donc H, c'est 6,63 10 à la puissance moins 34 joules seconde. Et pour le convertir le joule en électronvolt, donc on divise par 1,610 à la puissance moins 19 et on multiplie par la vitesse de la lumière qui est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, divisé par 200 nanomètres. On l'a converti bien sûr le nanomètre en mètres, ça nous donne 200 multiplié par 10 à la puissance moins 19, moins l'énergie de liaison qui est 4,2. Et si on fait le calcul, on trouve que l'énergie du photoélectron, elle est de 2 électronvolts. Et maintenant, on demande en fait quel est le seuil en longueur d'onde. Alors, si on veut le seuil, c'est vraiment l'énergie. Il faut chercher le seuil en longueur d'onde, mais à partir de l'énergie de liaison. Hein, l'énergie de liaison. Alors, pareil, on a l'énergie de liaison, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire on va le calculer à partir de la loi H multiplié par la fréquence, donc H fois C sur lambda, et on fait simplement que la longueur d'onde minimale pour créer en fait cette ionisation, plutôt cet arrachement d'électrons, qui est l'énergie équivalente à l'énergie de liaison. Donc lambda minimale est égal à H, la constante de Planck, fois C sur l'énergie de liaison, qui est 4,2 électronvolts. Alors, si on fait le calcul simple, donc 6, la constante de Planck, c'est 6,63 10 à la puissance moins 34. Pareil, on divise par le facteur de conversion joule électron-volt multiplié par 3 fois 10 à la puissance 8 sur 4,2. Et on trouve que la longueur d'onde minimale pour créer une ionisation, elle est de 200 à 96 nanomètres, qui est en fait la longueur d'onde, qui est en fait la longueur d'onde minimale pour avoir un effet photoélectrique. Alors pour la dernière question, on a des photons ayant une énergie de 62 kV qui sont diffusés par effet Compton. Et la question, quelle est la longueur d'onde des photons diffusés à 45 degrés? À 45 degrés. Et on donne en fait la mc carré est égal 0,51 mégaélectronvolts. Alors on applique simplement l'équation qu'on a vue dans le cours. Et bien sûr, on peut sortir la longueur d'onde du photon diffusé qui est égale à 1 moins cos θ fois h fois c sur mc au carré. Et bien sûr, on a juste à multiplier par c pour utiliser en fait le mc carré qui est égal 0,510 mégaélectronvolts. Plus la longueur d'onde du photon incident qu'on peut le calculer à l'aide de l'équation lambda égale h fois la fréquence. Alors si on fait application numérique, on a h c'est 6,63 10 à la puissance moins 34 joules seconde. On a la vitesse de la lumière et l'énergie du photon incident, elle est de 62 keV. Et bien sûr, on multiplie par 10 à la puissance 3 pour avoir le eV. Et bien sûr, il faut convertir le eV en joules en utilisant le facteur de conversion 1,610 à la puissance moins 19. Et on trouve en fait une longueur d'onde de 0,2 10 à la puissance moins 10 mètres, ça veut dire 20 nanomètres. Alors, pour calculer la longueur d'onde
du photon diffusé, ben, simplement on applique l'équation. Hein. On a 1 moins cos 45 fois la constance de Planck 663 10 à la puissance moins 34 fois la vitesse de la lumière sur le mc carré qui est égal à 0,51 10 à la puissance 6 eV et on convertit toujours le eV par joule et on trouve une valeur de 212 nanomètres. Donc le photon diffusé, il a une longueur d'onde de 212 nanomètres et le photon incident, il a une longueur d'onde, hein, le photon incident, il a une longueur d'onde de 20 nanomètres. Et cela, c'est diffusé, bien sûr. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.